Bonjour et bienvenue sur Damon Jones, la chaîne qui vous raconte les meilleures histoires du management et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons raconter les petites histoires de Nintendo et savoir effectivement comment Nintendo est passé de la focalisation à la différenciation. Alors, Nintendo, vous connaissez tous, hein, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les jeux, mais il faut savoir que c'est une entreprise qui a commencé dans les cartes à jouer. Derrière le formidable succès, effectivement, de cette entreprise, il y a le succès dans une niche, un petit marché, ce qu'on appelle une stratégie, effectivement, de focalisation, donc sur un domaine d'activité stratégique. Alors, il faut savoir que avant de connaître le succès dans le monde des jeux très technologiques, en fait, Nintendo a une longue histoire, et ça commence effectivement avec le domaine des cartes à jouer. Donc Nintendo a commencé par ce qu'on appelle une logique de petits mais costauds, ou ce qu'on va appeler en anglais Small is Beautiful. Comment Nintendo est arrivé effectivement sur le marché de la carte à jouer? C'est en raison d'une opportunité commerciale. Un petit peu comme Nike qui a commencé par faire un petit peu d'import-export, Nintendo a fini par produire sa propre carte à jouer dans un monde du 19e siècle, au Japon, effectivement. Les cartes à jouer étaient déjà très populaires, mais c'était des cartes, effectivement, qui étaient principalement importées d'Europe. Or, le Japon étant un pays, une culture effectivement très nationaliste, il y avait une demande croissante de cartes de qualité adaptée des jeux traditionnels japonais, et en reprenant effectivement ces éléments de la culture japonaise. Ça crée une opportunité pour Nintendo de créer ces cartes Hanafuda, donc c'est des cartes de haute qualité, de culture japonaise, pour répondre à cette demande. Alors pourquoi Nintendo a pu saisir cette opportunité? C'est parce que Nintendo avait acquis de l'expérience dans la fabrication justement des cartes à jouer sous licence qui venaient effectivement d'inspiration européenne. D'un côté, l'entreprise avait sa légitimité dans la savoir-faire des cartes à jouer, en même temps, elle avait une vraie identité japonaise qui l'a permis effectivement d'entreprendre ces cartes Hanafuda. Donc ils ont pu s'aligner avec les préférences culturelles de leur public. Alors il est intéressant de voir que Nintendo n'a pas fait que saisir une opportunité de marché, mais a aussi innové, puisque ils ont aussi proposé leurs propres règles de cartes à jouer, en lien aussi avec la culture japonaise, qui a permis effectivement d'avoir une densité de propositions de valeur sur cette niche de cartes à jouer japonaise. Donc effectivement, il y avait une vraie différenciation, mais sur un petit marché. Donc ce marché était de petite taille comparé à l'ensemble des jeux des pays concernés, mais ça a permis à Nintendo justement d'asseoir solidement son existence sur le marché des jeux. Et c'était quelque chose d'essentiel pour leur pérennité et leur développement stratégique. La preuve, c'est qu'au fil des ans, Nintendo est devenu un acteur majeur des jeux, notamment dans l'industrie des cartes à jouer, et elles étaient largement utilisées pour une variété de jeux traditionnels. En parallèle, d'ailleurs, Nintendo a construit tout un réseau de distribution très solide au Japon qui lui a permis effectivement d'étendre son influence commerciale. Alors cependant, Nintendo a fait face rapidement aux limites justement de cette stratégie de focalisation, de marché de petite taille, et donc, à un moment donné, elle a cherché effectivement à remettre en question cette stratégie de niche. D'autre part, il y avait une forte saisonnalité de ce marché des cartes à jouer, les ventes étaient saisonnières, avec des pics lors de certaines périodes de l'année, donc ce qui effectivement gênait forcément le développement de Nintendo. Donc petit à petit, les concurrents aussi ont commencé à copier effectivement ces cartes d'inspiration japonaise, et ça a créé une pression sur les prix et la rentabilité. Donc il a fallu questionner aussi un autre rapport effectivement au marché. Les préférences de consommateurs ont aussi évolué, avec des préférences pour des divertissements plus modernes, plus contemporains, technologiquement avancés. Donc face à ces défis en quête de diversification, Nintendo a commencé à explorer le domaine des jeux électroniques au milieu du XXe siècle. C'est ce qui a marqué le début donc de leur stratégie de focalisation sur les cartes à jouer, et une stratégie plus large axée effectivement sur les jeux électroniques. Alors effectivement, cela implique de changer de DAS, donc Nintendo est arrivé sur les jeux électroniques avec la Game & Watch, qui a changé radicalement effectivement ce marché de la console électronique. C'était une série de consoles de jeux portables qui a anticipé un petit peu le Nintendo Entertainment System, donc qui a contribué à l'expérience et au succès de Nintendo dans l'industrie des jeux vidéo. Alors même si Nintendo a changé de DAS, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, tout comme la carte Hanafuda, la Game & Watch, la console, était fabriquée avec le même niveau de détail, la grande attention portée effectivement à la qualité de détail, et ce qui a maintenu sa réputation de qualité. Donc ça a contribué à la fidélisation de ses clients, et on voit bien qu'effectivement qu'il y a un lien entre savoir-faire et positionnement sur son marché, entre sa propre capacité distinctive et la stratégie concurrentielle. Avec cette Game & Watch, Nintendo a permis aux joueurs justement de jouer à des jeux vidéo de qualité où qu'ils aillent, et ça c'était une grande nouveauté sur le marché des jeux vidéo,
Elle a permis de redéfinir le marché justement des jeux vidéo en proposant des jeux plus avancés, avec des graphismes de meilleure qualité, un gameplay, un design de jeu plus riche. Elle a contribué du coup à rétablir l'intérêt du public pour les jeux vidéo. Cela s'est accompagné par des jeux emblématiques tels que Super Mario Bros, Zelda, The Legend of Meteoroid. Donc cela s'est accompagné de jeux très emblématiques comme Super Mario Bros, The Legend of Zelda, ce qui a amené Nintendo à créer des franchises de jeux justement, des franchises durables, et ces jeux sont devenus justement le symbole d'une entreprise qui a contribué à établir justement cette nouvelle réputation de Nintendo dans les jeux électroniques. Donc grâce à ces jeux, Nintendo a développé plein d'accessoires pour cet écosystème NES. La NES a non seulement permis à Nintendo finalement de se redresser après le crash du jeu des début des années 80, mais elle a également jeté les bases de la réussite future de l'entreprise. Les principes de qualité, d'innovation et de contrôle de contenu ont permis effectivement de guider Nintendo sur sa stratégie vers d'autres plateformes, plus tard la Wii d'ailleurs, qui ont contribué à forger la répétition de Nintendo en tant que leader du secteur. Donc à ce titre, Nintendo a maintenu son identité ludique tout en offrant des produits innovants, et en étendant effectivement son savoir-faire sur d'autres types de consoles, comme l'exemple de la Wii, effectivement, l'a montré plus tard sur une interaction beaucoup plus sociale, sur des jeux effectivement basiques pour des joueurs qui ne sont pas spécialisés dans les jeux vidéo, et en partageant effectivement la pratique à toute la famille. Donc, on voit bien que cet élargissement effectivement de la taille du marché, toujours sur un savoir-faire basé sur la ludicité, mais aussi effectivement une forte exigence esthétique et artisanale, en termes de qualité, effectivement, ont permis effectivement à Nintendo de se développer et de passer de la focalisation à une logique de différenciation. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur l'histoire de Nintendo, et je vous dis à la semaine prochaine.